Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une table ronde sur la thématique de la reconversion vers les métiers du numérique. Et donc j'ai le plaisir d'être accompagnée pour animer cette table ronde par 4 intervenants. Je vais faire un rapide tour des canapés pour vous nommer et donner un petit peu d'informations à ceux qui nous regardent. Donc Claudine Martignac, vous travaillez au Pôle emploi, vous êtes psychologue du travail et vous accompagnez les demandeurs d'emploi vers une reconversion dans les métiers du numérique. C'est bien ça? Bon, parfait. Anne, vous travaillez au contact des entreprises du numérique depuis plusieurs années et à travers différentes casquettes. Vous gérez un organisme de formation, vous êtes aussi membre de Digital 113. Vous représentez également aujourd'hui le Syntec numérique Occitanie. Et donc, ça va être intéressant avec vous d'échanger sur le côté employeur, sur cette question de la reconversion vers les métiers du numérique. Je passe ensuite à Karim Bendia. Vous êtes dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Advise, que vous avez fondée en 2011. Donc une entreprise du numérique qui s'inscrit dans ce secteur. Et vous représentez également aujourd'hui la French Tech. Voilà, et puis donc la French Tech, une association qui fédère l'écosystème du numérique et qui déploie les dispositifs gouvernementaux à l'échelon local. Et vous allez nous parler notamment d'un dispositif en particulier. Et enfin, Vincent. Donc vous, Vincent Biguet, vous représentez Digital Campus. Vous êtes conseiller en formation. Et donc la formation, bien sûr, sujet central quand on parle de reconversion professionnelle. Donc Digital Campus, qui est une école du web implantée à Toulouse depuis 9 ans. Et vous allez nous expliquer les formations que vous proposez et comment Digital Campus a intégré cette thématique de la reconversion professionnelle dans son offre de formation. Voilà. Petit point, question aussi pour les personnes qui nous regardent. N'hésitez pas à interagir au travers du chat. On prendra vos questions au fil de l'eau. Donc voilà, on est ici pour échanger, pour discuter. Donc n'hésitez pas à intervenir. Donc, un petit constat déjà pour commencer, toujours avec des chiffres, ça fait bien de commencer avec des chiffres. Donc, les métiers du numérique, c'est le secteur qui attire le plus aujourd'hui, avec 170 à 212 000 postes qui seront ouverts d'ici 2022 en France. Donc ça, c'est une source INSEE. Et face à ce chiffre, on peut également parler d'un autre chiffre révélateur, qui est qu'un Français sur 10, un actif sur deux est dans un process de reconversion, ou en tout cas, il songe sérieusement. Donc, je me tourne vers vous, Claudine, après avoir donné ces deux chiffres. Les raisons qui poussent à une reconversion peuvent être variées. Et je vous invite du coup à nous expliquer comment le Pôle emploi, au travers de votre métier et de votre accompagnement, comment le Pôle emploi accompagne les demandeurs d'emploi qui souhaitent se reconvertir vers les métiers du numérique. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente à nouveau, Madame Martignac, psychologue du travail à Pôle emploi de Jolimont. Donc, une des missions, pour situer un petit peu le contexte, une des missions de Pôle emploi, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi en demande de reconversion professionnelle ou d'évolution professionnelle dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. D'ailleurs, par rapport à ça, nous sommes opérateurs donc, du conseil en évolution professionnelle. Effectivement, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui entrent dans nos locaux et qui souhaitent se diriger, se reconvertir vers le secteur de numérique. Donc, un des rôles des conseillers et des psychologues aussi, c'est d'accompagner ces demandeurs d'emploi pour les aider à se reconvertir vers ce secteur-là. Donc, les conseillers peuvent faire appel effectivement aux compétences des psychologues du travail, puisque une de nos missions en tant que psychologue du travail, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur reconversion, dans leur évolution professionnelle. Donc pour ça, comment on fait? On a en gros 3 étapes. Alors 3 étapes. La première, alors on a différents profils. Il y a des personnes qui arrivent, qui veulent se reconvertir, mais qui n'ont pas d'idée de métier. Il y a des personnes qui veulent se reconvertir, qui ont 1 ou 2 idées de métier ou qui hésitent entre plusieurs métiers, etc. Donc, ils sont un peu perdus. Donc, comment on fait? On essaye de travailler avec eux sur, dans un premier temps, ce qu'on appelle les caractéristiques personnelles des personnes. C'est-à-dire, on travaille avec eux sur la mise à plat de leurs compétences lorsqu'ils ont travaillé dans d'autres secteurs. On étudie aussi avec eux la transférabilité de leurs compétences, éventuellement.
Il y a un travail qui est fait aussi sur les intérêts professionnels des personnes. Alors, qu'est-ce que c'est les intérêts professionnels? C'est en fonction des personnalités des personnes, il y a des environnements de travail qui vont leur convenir mieux que d'autres. Donc, ça permet de voir, effectivement, en fonction de la personnalité, quel est l'environnement du travail qui va convenir à la personne. Voilà, et ça peut être... on peut découvrir qu'elle peut être intéressée par les secteurs du numérique. Voilà, en gros. Donc, il y a aussi un travail qui est fait sur les valeurs professionnelles, la motivation, la personnalité, etc. Là, c'est tout ce qui concerne les caractéristiques personnelles de la personne. Une fois qu'on a mis à plat toutes ces caractéristiques personnelles, par rapport au métier visé, si la personne envisage éventuellement d'aller vers un métier, je ne sais pas, moi je dis un exemple, développement, on l'amène à étudier tout ce qui est caractéristique de l'environnement en lien avec le métier visé. Alors, je m'explique. Il faut qu'elle aille chercher des informations par rapport au métier, sur les activités, les tâches, les activités, les tâches, le contenu du travail, oui, les relations hiérarchiques, les relations avec d'autres professionnels, voir un peu comment ça se passe. Faut qu'elle se documente, on les aide évidemment à se documenter sur tout ce qui est données socio-économiques, c'est-à-dire l'emploi, comment ça se passe, si c'est des CDI, des CDD, les évolutions professionnelles par rapport à ça, mais aussi se renseigner sur les conditions de travail, c'est-à-dire en termes d'horaire, de lieu, s'il y a des déplacements, etc., etc. Et enfin, aussi se renseigner sur comment on accède à ce métier, quel parcours faut-il engager, quelle formation ou quelles compétences faut-il avoir pour accéder à ce métier. Donc, c'est une mise à plat donc, des caractéristiques personnelles, puis des caractéristiques liées à l'environnement du métier visé. Par rapport à ça, notre travail, c'est de les accompagner et de dire, voilà, une fois que tout ça est mis à plat, est-ce que je continue sur ce métier-là? Est-ce que j'ai envie de m'orienter sur ce métier-là? Si c'est le cas, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la validation, ce qu'on appelle la validation du projet. Alors, la validation du projet, c'est quoi? C'est, j'ai envie de dire, c'est la confrontation au réel du métier, c'est-à-dire par des enquêtes auprès de professionnels. La personne va faire des enquêtes auprès de professionnels sur le métier qu'elle envisage. Par exemple, le développeur web, je prends un exemple, elle va faire 4-5 enquêtes et elle va poser des questions directement aux professionnels sur les tâches, les activités, les avantages, les inconvénients du métier, les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier, les compétences, etc., etc. Et l'autre étape pour valider le projet, c'est ce qu'on appelle la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc là, c'est un stage qui peut aller jusqu'à 70 heures en entreprise. L'objectif pour le demandeur d'emploi, c'est de découvrir le métier, là aussi, en situation. Voilà, là, on est sur les deux étapes. Ensuite, on revoit la personne, on refait le point par rapport à tout ça. Si le projet, effectivement, est confirmé, à ce moment-là, on passe à la dernière étape, c'est-à-dire trouver une formation adaptée au projet. Donc, il y a plusieurs possibilités. En fonction du parcours du demandeur d'emploi, ça peut être, s'il est débutant, c'est les formations financées région la plupart du temps. Sinon, ça peut être aussi ce qu'on appelle à Pôle emploi les POE. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Préparation opérationnelle à l'emploi, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà des compétences dans l'informatique et c'est une demande des entreprises ou des branches professionnelles qui ont un besoin en recrutement dans ce secteur-là, qui peuvent faire appel à Pôle emploi pour mettre en place un parcours de formation et recruter derrière. En fait, c'est ça l'objectif. La durée de la formation, c'est à peu près 400 heures. Au niveau du financement, c'est un financement OPCO ou Pôle emploi selon les dispositifs. Bon, voilà à peu près ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'étais trop longue. Non, c'est parfait, ça a été très bien détaillé. Okay. Donc là, on voit qu'il y a l'accompagnement du demandeur d'emploi est vraiment précis, quadrillé par ces étapes. Et on voit qu'il y a vraiment un enchaînement et un parcours qui est suivi. C'est ça. Ok, bon. Merci beaucoup. Avec plaisir.
naturellement, après, côté entreprise, parce que là, on a vu tout le dispositif en place pour accompagner les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Et côté entreprise, du coup, Anne, la question que je vous pose, c'est de savoir, aujourd'hui, au travers de vos casquettes multiples et toujours en contact des entreprises du numérique, quel est le constat sur le sujet du recrutement, sur le sujet des besoins des entreprises aujourd'hui dans ce secteur du numérique ? Ok, donc c'est vrai que le Syntec numérique Occitanie est très proche de toutes les entreprises de services du numérique et à ce titre, on étudie leurs besoins en recrutement. On a vécu une période 2020 un peu transitoire où certaines ont eu des grosses difficultés, surtout par rapport à l'aéronautique, ça ne faut pas l'oublier. En revanche, face à la demande d'utilisation des outils du numérique, d'autres entreprises s'en sont beaucoup mieux sorties et ont même recruté pendant la période de pandémie, ce qui veut dire qu'en 2020, on a continué la croissance des recrutements de l'ordre de 6% qu'on a traditionnellement. Donc on est bien d'accord, ça ne touche pas toutes les entreprises, mais il y a des entreprises qui ont fortement recruté. La problématique dans nos entreprises du numérique, c'est pouvoir répondre à toutes les offres d'emploi. Aujourd'hui, on a des métiers qui sont en forte tension. Nos entreprises du numérique, on en a à peu près 1700 sur le territoire en Occitanie. Sur ces 1700, vous avez, si on regarde 2020, il y a eu 13 500 offres d'emploi et il y a eu à peu près 6 000 recrutements. Donc ça veut dire que toutes les offres d'emploi n'ont pas été pourvues. Même pas la moitié là du coup. Donc c'est quand même très problématique et c'est pour ça que nos entreprises du numérique qui traditionnellement, il y a quelques années encore, avaient l'habitude d'annoncer haut et fort on recrute des Bac+5, sont revenus sur les fondamentaux du recrutement pour non plus recruter des compétences, mais recruter des personnes qui ont un savoir-faire et surtout un savoir-être. Donc ce savoir-être, c'est avoir le sens du service, puisque dans les entreprises du numérique, on a besoin de ce sens du service aussi bien quand on est en relation avec la clientèle, mais aussi quand on est en relation avec ses collaborateurs, ses collègues. Parce que contrairement à une autre idée reçue, quelqu'un qui travaille dans le numérique n'est pas obligatoirement un geek qui est posté toute la journée sur son ordinateur, qui ne relève la tête que pour boire, manger, aller fumer une clope et revenir et se remettre à travailler. Pas du tout. Les entreprises du numérique, ce sont des entreprises très communicantes. Communicantes en interne pour pouvoir travailler et trouver la bonne solution adaptée à leurs clients, mais aussi communicantes vis-à-vis des clients pour comprendre leurs problématiques et comprendre comment mettre en place les solutions adaptées. Donc, les emplois aujourd'hui, ils sont de tout ordre. Les emplois les plus demandés dans nos entreprises, ce sont les développeurs. On a besoin énormément de développeurs. Ce sont les entreprises qui ont le moins souffert, les éditeurs de logiciels, sur cette année 2020. Elles ont continué à recruter puisque l'objectif, c'est de trouver des solutions adaptées pour nos entreprises qui, elles, aujourd'hui étaient en difficulté, trouver des solutions pour travailler au quotidien, donc que ce soit des logiciels en mode SaaS pour travailler à distance. Donc, les éditeurs de logiciels ont continué leur croissance, moindre que prévu bien sûr, mais ils ont continué. Donc le recrutement est très fort et on est vraiment en tension dans les ressources de métiers du numérique, c'est évident, sur ces profils-là. Les autres profils aussi qui sont en tension, ce sont les techniciens, les techniciens informatiques. Pourquoi ? Parce que qui dit plus d'utilisation, dit plus d'ordinateurs, plus d'utilisation de réseau, plus besoin de serveurs, plus besoin de sécurité. Donc à tous les niveaux, on a besoin aussi de techniciens. Donc, il y a besoin de recrutement. Et aujourd'hui, il y a énormément d'offres d'emploi et on n'arrive pas à pourvoir tous les postes qui sont en demande. Donc, c'est très, très important aujourd'hui de savoir que nos entreprises du numérique sont en capacité de recruter, pas que des Bac+5, qu'elles ont une écoute aujourd'hui sur le savoir-être, ce qu'on appelle le fameux soft skills des candidats, et qu'elles vont préférer recruter un candidat qui a un bon savoir-être, qui a une expérience professionnelle dans un métier bien précis, un ou plusieurs métiers bien précis, qu'elle pourra valoriser dans l'entreprise de service du numérique pour se mettre au service du client. Donc, sachez qu'une reconversion dans les métiers du numérique, c'est pas dire je fais une croix sur qui j'étais, ce que j'ai fait, et je passe à l'ère du numérique à travailler avec les outils informatiques, point barre. Pas du tout. C'est je pérennise ce que j'ai déjà fait, ma connaissance client,
puisque vous allez rentrer dans une entreprise qui a des clients et vous pouvez très bien avoir travaillé chez ces clients et vous avez une sacrée valeur ajoutée quand vous allez pouvoir intégrer ces entreprises du numérique qui travaillent avec des clients dont vous connaissez le fonctionnement. Ça coule de source. Voilà. Donc sachez que les portes sont ouvertes à tous, bac, pas bac, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, tous les profils sont attendus. Merci Anne. Et il y a Florence qui nous pose une question sur le chat, donc vous avez à moitié répondu puisqu'elle demandait quels étaient les postes non pourvus et elle demande aussi quelles sont les entreprises qui recrutent. Alors peut-être qu'il y a des job boards, des endroits où on peut facilement retrouver ces offres. Alors, ces offres, on peut déjà les retrouver auprès de Jobstick. Ça, c'est évident, hein, puisqu'il y a un job board sur Jobstick, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez aussi l'offre du Carrefouref qui peut, à travers Digital Skills, peut vous donner aussi des informations sur les entreprises qui recrutent et vous mettre ensuite en relation avec les écoles qui peuvent vous accompagner dans une reconversion dans les métiers du numérique, parce que ça, c'est important. Il n'y a pas que le recrutement, il y a aussi comment je fais pour pouvoir rentrer dans ces entreprises, quelles sont les écoles qui vont pouvoir m'accompagner, ça c'est primordial. Il y a des salons de l'emploi, Pôle emploi fait énormément d'animations autour des métiers, donc elle présente des entreprises qui recrutent, elle présente des petits forums sur les métiers du numérique. On peut venir se renseigner, toujours pareil, avec toujours le même principe, rencontrer des entreprises qui recrutent, rencontrer des organismes de formation qui accompagnent à la reconversion. Donc tout ça est à disposition. Et bien sûr, il y a un message fort aussi, c'est aller sur LinkedIn, faites-vous connaître sur LinkedIn, allez voir ce qui s'y passe et soyez présents, soyez visibles, pour qu'on puisse s'adresser à vous et que nos entreprises puissent vous trouver. Merci. Petite question aussi qui est liée à ce que vous avez détaillé sur le fait que les entreprises avaient un petit peu revu on va dire leurs caractéristiques pour ensuite recruter. Sur ce sujet vraiment de la reconversion, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises qui souhaitent s'ouvrir à des profils en reconversion? Concrètement, quels sont les dispositifs en place? Comment vous intervenez dans les entreprises pour les pousser finalement à se tourner vers ces profils? La première étape, c'est déjà identifier quels sont les besoins de nos entreprises. Deuxième étape, s'adresser à toutes les écoles, que ce soit les universités, les écoles de reconversion, que ce soit l'école régionale du numérique, qui sont les écoles sponsorisées et financées par la région, que ce soit toutes les écoles. On exprime donc les besoins de nos entreprises en métier, les savoir-être et les savoir-faire de chaque métier. Et on a une offre de formation qui se met en adéquation avec les attentes. Une fois qu'on a fait cette démarche-là, il faut savoir que les métiers les plus en tension, ce sont les métiers qui sont en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le développement, l'infrastructure, la sécurité. C'est ce qu'on appelle les fortes tensions en nombre de candidats. Après, il y a les tensions très importantes qui sont plus faible quantité, mais sur des expertises. Vous avez des métiers comme la gestion de la donnée. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler du big data. Aujourd'hui, il y a une masse énorme de données qui circulent. L'intérêt de toutes les entreprises, c'est de pouvoir utiliser cette donnée. Et pour utiliser cette donnée, il faut des experts qui sont en capacité de traiter la donnée, de voir ce qu'on peut en faire, quelle utilité on peut en avoir, comment la valoriser. Donc ça, ce sont des expertises qui sont fortement recherchées, mais qui demandent vraiment une grosse expertise. La cybersécurité aussi. Donc là, vous pouvez avoir les hackers, le grand classique. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être diplômé. Moi, j'ai un exemple très rigolo d'un jeune de 13 ans qui a hacké un site d'un drive sur Toulouse. Ce drive a appelé la cybercriminalité en disant « mais qui est-ce qui a arrêté notre site ?» Et en fait, quand ils ont identifié l'ordinateur qui avait fait ça, ils se sont retrouvés devant une porte de pavillon, une maman qui a dit l'ordinateur, c'est mon fils qui l'utilise. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était le fiston avec le login de sa maman qui avait réussi à hacker le site de Drive. Donc tout ça pour dire que le hacker, aujourd'hui, peut être n'importe qui. Par contre, cette société de Drive, quand elle a rencontré ce jeune, il dit « c'est dommage, t'es trop jeune, sinon on t'aurait embauché pour pouvoir identifier nos failles ». Donc ça, c'est vraiment le premier pas dans
la cybersécurité. Mais après, vous avez des experts qui demandent vraiment une grosse connaissance, que ce soit du réseau, du développement ou autre technologie, mais pour pouvoir apporter une étude globale sur comment sécuriser tout un service informatique et une entreprise, bien sûr. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous mettez l'accent sur quelque chose qui est que finalement, il y a des nouveaux domaines, il y a aussi des nouvelles expertises qui arrivent. Et finalement, le secteur du numérique, c'est aussi un secteur qui est en constante évolution, où les compétences attendues et demandées évoluent très vite. Donc c'est pour ça que c'est très important que entreprises et centres de formation et institutionnels travaillent main dans la main pour qu'à chaque fois, il y ait cette adéquation emploi-formation. Et donc sur ce sujet-là aussi, Karim, je voulais vous interroger pour vous demander ce que la French Tech a mis en place pour s'emparer de ce sujet de la reconversion vers les métiers du numérique. Alors, donc en fait, je suis là pour deux raisons. La première, c'est que donc, j'ai une entreprise qui est alors j'ai horreur de dire dans le numérique parce qu'en fait c'est très réducteur. Donc on fabrique des objets, donc on a de la production, donc ça part de gens qui sont des opérateurs. Après on a des techniciens qui installent des objets sur des véhicules, sur des aéroports. On vend des lunettes pour la détection de chute. Donc en fait, on a une forte partie hardware. Et quand on dit objet communicant, ça veut dire que derrière, en fait, il y a des gens qui vont récupérer la donnée, qui vont l'analyser. Et donc là, on rentre dans ce qu'on dit en fait du numérique. Alors, pour compléter ce que vous disiez, il y a des métiers. En fait, nous, on a des difficultés pour trouver des développeurs, ça c'est clair. Non seulement parce que sur la région, il n'y en a pas, mais qu'en plus, quand on en a, on vient se les faire piquer par des entreprises parisiennes qui maintenant ont compris qu'on pouvait laisser les gens chez eux à Toulouse, les payer 20% de plus au lieu de 30% quand ils sont à Paris. Donc ça, c'est un gros fléau. Enfin, nous, on est touchés par ça, on forme des gens et puis ils partent. Parce que tout simplement, il y a des sociétés en fait, qui sont... voilà. Par contre, les métiers, je trouve, en fait, donc on l'oublie. Souvent, on pense à ingénieur qu'on va reconvertir, qui était, je sais pas, chez Airbus et qui faisait de la structure. On va dire, tiens, on va en faire un développeur web. Donc nous, on a expérimenté ce genre de choses. Ça marche moyen. Je dois le dire. Donc en fait, c'est des expériences qui ont toujours été très mitigées. Après, ça dépend de l'âge. Mais il y a des métiers, par exemple, il va falloir vendre la donnée. Il va falloir vendre les métiers du numérique. Et j'ai du mal à trouver des commerciaux qui sachent le faire. Donc en fait, il y a effectivement formé des gens à la technique, c'est-à-dire pour qu'ils sachent les cybersécurité, les serveurs, les PC, ce que vous voulez. Mais il y a des gens aussi qui doivent savoir vendre ces objets connectés. Et ce n'est pas les mêmes qui vendent des avions ou qui vendent des structures d'ailes ou des pales ou des choses comme ça. Donc je pense que dans la reconversion, il faut qu'on pense aussi qu'il y a tout un tas de métiers, de chefs de projet, de gens qui vendent, de gens qui produisent, de gens qui installent, et qui ne sont pas forcément effectivement que des développeurs avec des casques, j'en ai aussi, hein, qui disent bonjour le matin, qui travaillent et puis qui repartent le soir, qu'on n'entend pas du tout. Donc c'est vrai que le numérique, on pense toujours tout de suite au geek qui est devant son PC en train de programmer. Mais derrière, il y a toute une chaîne en fait, de gens qui font des bases de données, qui font aussi de la production. Donc, dans le cadre de la French Tech, donc, il y a un programme qui a été, qui a reçu des fonds par le Community Fund. Il y a un programme qui s'appelle Tech Transition. Et dans l'idée, c'est de dire que sur la région, on sait qu'en fait, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont se retrouver sans emploi, qui vont sortir éventuellement de grosses structures et qui vont peut-être avoir envie d'aller vers le numérique. Alors, aller vers le numérique, ce n'est pas uniquement de développer une compétence en développement, de sites ou de choses comme ça, mais ça peut être aussi de créer une entreprise dans le numérique, de rejoindre des startups, parce que ça peut être important d'avoir des gens qui rejoignent des startups. Et l'idée, c'est d'essayer de faire comprendre aux personnes, effectivement, qu'ils ne sont pas obligés de passer d'un métier de commercial à développeur web. Ils peuvent tout à fait rester dans ce métier-là, mais essayer d'apprendre à les vendre. Par exemple, moi, j'ai toujours vendu des objets. On a du mal à vendre de la donnée, à vendre de l'intelligence artificielle. En fait, c'est un métier. Et donc, dans cette transition, l'idée qui va se passer là, avec la French Tech, c'est d'interviewer un certain nombre de personnes qui ont réussi leur transition, qui ont réussi à aller vers le numérique, créer des entreprises ou bien complètement changer de métier, se retrouver dans le numérique, comprendre leurs besoins, créer une plateforme. Donc, il y a pas mal de partenaires. Et d'ici septembre, donc, de mettre en place cette plateforme pour diriger des gens qui ont envie de se reconvertir. Donc, c'est des gens soit qui ont perdu leur emploi, soit qui réfléchissent à se reconvertir et qui se disent qu'apparemment, l'avenir est plus dans le numérique ou dans le tout numérique plutôt que de rester dans leur métier de base. Et là, en fait, c'est essayer d'orienter ces gens-là. Donc la French Tech n'a pas pour vocation de les assister, etc. Mais c'est vraiment de les orienter vers les organismes et de pouvoir identifier ça sur les plateformes, de mettre en relation éventuellement des startups qui cherchent des gens qui ont été reconvertis. On pense par exemple à éventuellement mettre en place une espèce de CVTech
de personnes qui se seraient reconverties et qui cherchent du travail. Et encore une fois, se convertir vers le numérique, c'est peut-être aussi juste d'aller travailler dans une start-up qui est agile, qui forcément a des outils numériques, qui a un ERP, qui a des PC, parce qu'il y a encore des entreprises qui n'ont pas ça, ne sont pas du tout dans l'ère du numérique. Et l'ère du numérique, c'est de pouvoir travailler depuis chez soi ou de pouvoir travailler ailleurs. J'ai des personnes qui travaillaient ici mais qui sont parties loin, on les a gardées et on peut continuer à travailler. Donc je dirais que le numérique, c'est ça. C'est pas forcément que des gens formés, encore une fois, au web. C'est des gens qui peuvent travailler depuis chez eux et qui continuent à délivrer le même travail qu'ils feraient en présentiel. Voilà. Donc à la French Tech, c'était un des problématiques à laquelle on est attentif, parce que ce qu'on veut, c'est essayer de promouvoir les talents, essayer de mettre en contact en fait des ingénieurs avec des startups, des techniciens, des opérateurs. Moi, j'ai besoin, encore une fois, dans ma société, de tous les niveaux pour produire des pièces, pour effectivement faire de la cybersécurité ou pour aller vendre de la donnée. Voilà. Le dispositif, en fait, ce sera vraiment un pont entre des personnes qui se sont déjà reconverties et qui cherchent du coup à exprimer en fait, la plateforme sera basée sur leur expérience. Après, la plateforme sera ouverte à des gens qui, eux, vont commencer leur processus de reconversion et qui vont passer par différents, ça peut être par des incubateurs, ça peut être par Pôle emploi, ça peut être par... La French Tech va essayer d'orienter, il va y avoir des vidéos disponibles en fait, pour essayer de faire réfléchir les gens sur leur prochain métier, qui, encore une fois, j'insiste, n'est pas uniquement de faire du développement, mais qui peut être de vendre de la donnée, de garder en fait leur personnalité et d'essayer de s'adapter aux besoins en fait des startups. Parce qu'il y a des expériences où nous, enfin personnellement chez Advise, où on a repris des gens qui avaient, alors je peux le dire, qui ont presque mon âge, c'est-à-dire 50 ans, qui avaient fait du code il y a 30 ans, et quand ils essayaient de se reconvertir en ingénieur web full stack, et qui en fait c'est un échec. Donc en fait on les a gardés, on a essayé, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est pas ça en fait. Les gars étaient plus en management, en gestion de projet. Ils auraient dû rester là-dedans pour gérer des projets numériques plutôt que d'essayer de se forcer à aller vers un métier qui souvent, les meilleurs en fait sont des gens qui sont formés sur le tas ou qui ont des écoles qui commencent à apparaître. Donc voilà, c'est juste pour essayer de faire prendre conscience aux gens. Oui, après les difficultés de recrutement, voilà, Anne en a parlé, vous en avez témoigné, c'est sûr que c'est quelque chose de complètement tangible dans ce secteur du numérique. Et le côté individuel aussi de la reconversion, avec la nécessité d'un accompagnement personnalisé pour bien comprendre les besoins du marché, les attentes sur ce métier-là qui est visé. Donc, et puis la formation aussi quand même qui est vraiment centrale dans ce processus de reconversion. On en a parlé à différentes reprises. Ce sont des formations plus ou moins longues en fonction du point de départ de la personne qui se reconvertit. Et sur ce sujet de la formation, Vincent, donc vous êtes conseiller en formation à Digital Campus. Et donc, il y a plusieurs parcours de formation au sein de Digital Campus. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt des parcours de formation initiale. Et récemment, vous avez ouvert des parcours de formation professionnelle continue. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez distinguer ces deux types de formation pour que chacun comprenne bien et à qui s'adressent du coup ces deux types de parcours ? Exactement. Donc, du coup, en fait, à Digital Campus, nous, on est vraiment une école du web. On est implanté depuis environ 7 ans sur le territoire toulousain. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la différence de profil qu'on a aujourd'hui comparé au début. Donc nous, historiquement, on a vraiment développé nos formations. C'est des formations continues, que ce soit bachelor chef de projet digital, par exemple, donc 3 ans après le bac, ou alors un master expérience stratégie digitale, 2 ans de plus, 4e et 5e année. Donc vraiment, on a une bonne partie des étudiants qu'on accueille qui sont des étudiants qui suivent un cursus scolaire et qui peuvent faire de l'alternance dès la 3e année de bachelor jusqu'à l'intégralité du master. Donc ça, c'est, on va dire, notre cœur de personnes qui viennent de passionnés de l'école Digital Campus. Depuis quelques années, on a ouvert un deuxième type de formation, donc qui est la formation professionnelle. Donc là, on ne s'adresse pas exactement aux mêmes personnes. Là, effectivement, on s'adresse plutôt aux demandeurs d'emploi ou alors aux personnes en reconversion, aux entrepreneurs aussi. On a par exemple, je donne l'exemple de la formation développement web et web mobile qu'on fait actuellement en formation pro. En fait, elle s'adresse principalement donc à des gens qui veulent se former dans le développement web. Donc c'est une formation sur 8 mois qui est en partie en présentiel mais également en distanciel. Mais en tout cas qu'on accompagne tout au long de ces 8 mois.
Donc il y a une première phase qui est vraiment des cours en présentiel au sein de nos locaux. Puis ils doivent faire ils doivent faire un projet dans lequel on les encadre, une sorte de piscine. Puis après, ils doivent effectuer un stage. Donc pour l'exemple, par exemple, de cette formation développement web et web mobile, il y a vraiment le fait qu'ils ne soient pas uniquement tout seuls devant un PC en mode e-learning, qu'ils aient des professionnels, parce que nous, Digital Campus, c'est 100% d'accompagnement des professionnels. Donc qu'ils soient dans nos locaux, on les accompagne, puis après on les aide à monter leur projet, et aussi on met à disposition notre réseau d'entreprises, des entreprises avec qui on travaille depuis quasiment 7-8 ans, notamment dans le cadre de l'alternance, pour leur permettre de leur mettre un pied à l'étrier dans le monde pro. Pourquoi aussi on a évolué vers cette phase des formations pro? C'est aussi en accord avec le marché, c'est-à-dire que vu que les entreprises partenaires avec qui on travaille depuis plusieurs années ont de plus en plus de besoins sur ce côté tech, nous on a aussi adapté nos formations. À la base on était beaucoup sur du front, tout ce qui était brand content, UX, data, et là maintenant on va de plus en plus vers la partie tech, parce que c'est aussi une demande du marché. Donc les métiers en développement web. Là on vient d'ouvrir un nouveau master qui est le master Tech Lead, Lead Developer, donc des gestionnaires de projets techniques. Et on a ouvert donc 2 nouvelles formations pro, le bachelor chef de projet digital en formation pro et le master expérience stratégie digitale. Donc en fait on a mis tout notre parcours de formation en formation pro aujourd'hui, ce qui nous permet en fait d'adapter nos formations. Tout à l'heure on parlait de toutes les personnes de Airbus qui justement ont été touchées dans l'aéronautique. Il y a aussi toutes les personnes qui étaient dans le service. Nous on a eu beaucoup de demandes par rapport à ça, de reconversion, donc voilà, on prend le temps de les accompagner vers les métiers du web. Oui, ça permet d'ouvrir à un public plus large, et d'accueillir dans le cadre de formation continue des personnes qui ne sont pas sur un post-bac et qui voudraient changer de métier, ou en tout cas changer d'environnement, comme on disait, pas forcément tout changer et faire table rase du passé, mais pouvoir s'ouvrir vers d'autres environnements. C'est ça exactement. Pour rebondir sur ce que vous dites, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une mobilité dans le marché de l'emploi qu'on n'avait pas, par exemple, il y a 10 ans. Aujourd'hui, les gens vont se former, vont rester 5 ans dans une entreprise, et cette première expérience des 5 ans, ils vont aller la compléter dans une autre entreprise pour 5 à 10 autres années. En fait, on a compris aujourd'hui qu'il y avait une mobilité dans le marché de l'emploi, et donc les gens aussi sortent du monde pro pour revenir se former, pour y retourner. Après, de toute façon, dans les métiers du digital, faut apprendre à apprendre, c'est vraiment ça la philosophie. Et on est sur des profils qui sont super ouverts aussi au niveau de ça, et donc il y a vraiment de la mobilité, quoi. Ok, parfait. Et j'enchaîne, je reste avec vous, Vincent, parce qu'il y a des questions qui vous concernent. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Je vais pouvoir redistribuer un petit peu la parole à tout le monde. Il y a une question qui a été posée il y a un petit quart d'heure sur l'aspect d'un cumul en fait de diplômes. Donc là, en l'occurrence, c'est un cumul de Bac+2, un premier diplôme qui a été obtenu dans le cadre d'une formation en designer web et une volonté d'aller sur un Bac+2 chef de projet. Et du coup, la question qui est posée, c'est d'ailleurs d'abord, est-ce que c'est possible? Et ensuite, peut-être qu'on pourrait poser une autre question. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est ce qui est attendu, justement, cette double compétence, voire triple, quadruple? Est-ce que ça rassure un employeur? Alors là, dans le cas présent, il a un Bac+2, c'est ça? Il veut, dans un domaine, il veut refaire un nouveau Bac+2 dans un autre, c'est ça? Exactement. En fait, nous, très clairement, le but je pense qu'il ne faut pas oublier l'objectif principal de Digital Campus, c'est vraiment l'insertion pro. Moi, ce que je dis tout le temps à mes étudiants, que je suis déjà là depuis quasiment 4 ans, c'est que la formation, en fait, c'est un outil pour atteindre leur projet professionnel. Donc, très concrètement, ça va être cet étudiant, quand on va le rencontrer, on va essayer de comprendre quel est son parcours, quelles sont ses compétences. Et le but, c'est de venir lui apporter les compétences qui lui manquent pour qu'il atteigne son projet pro. Peut-être qu'en fait, il se rendra compte qu'en fait, il les a déjà et que ce n'est pas forcément par notre école qu'il faut passer pour qu'il les acquiert. Peut-être qu'il est déjà prêt pour se lancer dans le monde pro. Il a juste besoin justement qu'on travaille un peu avec lui les soft skills, comme on a dit tout à l'heure. Peut-être aussi qu'il a besoin de faire 1 ou 2 modules de notre formation pro justement pour compléter
son parcours et atteindre son but, quoi. Donc en fait, c'est vraiment du cas par cas. On n'a pas forcément de... Enfin, nous, on voit plus ça par du cas par cas par rapport au parcours. Mais s'il a besoin justement de piocher, c'est aussi une évolution de notre... je dirais du mode de formation. Avant, clairement, un étudiant, il venait, il faisait un bloc de 3 ans, puis un autre bloc de 2 ans. Maintenant, on va plus faire des formations de 8 mois où il va venir piocher les compétences qu'il a besoin pour après intégrer le monde pro. Donc là-dessus, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Donc là, on peut lui conseiller de prendre contact avec Digital Campus pour voir si c'est pertinent dans son cas. Exactement. Ok, super. Il y avait une question qui est, je pense, un petit peu pour tout le monde et qui est assez générale, c'est est-ce que l'âge est important ? Je pense que c'est un sujet aussi qu'on n'a pas forcément abordé, mais qui est souvent un petit peu peut-être craint. donc voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des préjugés sur l'âge aujourd'hui quand on parle du digital et du numérique ? Le digital est ouvert à tous dans la mesure où il faut prendre conscience que c'est la compétence, le savoir-être et la compétence professionnelle que l'on a qu'on va mettre au service du digital, d'accord ? C'est pas obligatoirement le savoir-faire technique, mais c'est vraiment ce qu'on amène à l'entreprise du digital. Donc, tout âge peut être le bienvenu en fonction du métier qui va être proposé. Les formations, moi je prends l'exemple d'organismes de formation qui font de la reconversion, ça va de 18 ans à... moi j'ai eu des personnes qui avaient 60 ans. Il n'y a pas de blocage. À partir du moment où la personne a envie, est motivée, est curieuse d'apprendre, que l'informatique, c'est vraiment un outil au quotidien qui lui plaît, elle est la bienvenue. Toute personne a quelque chose à apporter à une entreprise. Après, je ne dis pas que c'est facile pour tous, mais on a tous quelque chose à apporter aux entreprises du numérique qui, il faut bien le dire, ne sont pas que des compétences techniques. C'est des personnalités, des savoir-être et des savoir-faire différents. Voilà, je pense qu'on en a rassuré au moins une. Ne pas hésiter à se lancer. Il y avait une question qui vous était adressée, Karim. Suite au constat que vous avez fait, vos difficultés de recruter des personnes et des fois peut-être l'échec, en tout cas de certaines tentatives, est-ce qu'il y a eu de votre côté des actions pour justement être plus actifs dans la formation, dans l'accompagnement des personnes qui pourraient être tentées de vous rejoindre ? À l'instant, il a été dit qu'il fallait être en perpétuel apprentissage. Donc nous, suite à ces échecs, bon, d'abord on a établi des conventions avec différentes écoles, avec des écoles qui sont dans l'informatique, le numérique, pour essayer de capter plus de stagiaires, plus d'alternants. Mais en interne, alors je ne vais pas faire de publicité pour des gens comme Open Classroom ou Udemy, mais en fait on a mis en place des formations. Donc on peut embaucher des gens qui ne sont pas forcément des développeurs web par exemple, mais qui ont déjà quelques compétences, et on va leur faire suivre un cycle avec nos ingénieurs qui sont déjà formés, plus en fait le compléter par des formations. Donc en interne, on a mis en place des formations numériques de façon beaucoup plus poussée qu'on le faisait avant. Avant, en fait, on avait un parcours classique, il fait Bac plus 5, il est spécialisé en HTML, Java, Script ou peu importe. Donc on l'embauche, puis il fait son boulot. Là, on a des gens en fait qui se forment. Moi, je suis des cours sur Open Classroom ou sur Udemy, par exemple, sur tout ce qui est data, big data, intelligence artificielle. Donc on le fait tous, à tous les âges. Alors après, c'est vrai qu'il y a certaines choses numériques qui sont plus faciles pour des gens plus jeunes, il faut le dire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de patience. Mais encore une fois, je pense que l'âge ne doit pas être une barrière, parce qu'il y a plein de métiers, il n'y a pas que être devant un PC et programmer, il y a plein d'autres choses derrière. Donc voilà, oui, le constat d'échec nous a amené à nous aussi aller chercher des gens plus loin, à nous aussi accepter le télétravail. Parce que ma génération, quand je suis rentré au travail, déjà je portais une cravate tout le temps. Et j'étais habillé en costume. Et j'étais tout le temps au travail à des heures bien. Et puis depuis, en fait, les gens viennent en tongs, en short et travaillent depuis chez eux. Il n'y a pas de problème. Et la pandémie a montré qu'on pouvait continuer à travailler. En tout cas, c'est notre cas à nous. Malgré le fait qu'on puisse pas se retrouver au même endroit. On avait des gens qui travaillaient depuis chez eux. Ça fonctionne, mais bon, ça a ses limites aussi. Voilà, donc il faut s'adapter. Même les entreprises doivent s'adapter, la formation doit s'adapter. Les gens ne peuvent pas avoir une formation initiale, comme moi, d'ingénieur en électronique et rester là, parce qu'en fait, on se fait très rapidement dépasser. Ouais.
Ok. Et c'est Manuela qui nous parlait, alors peut-être que ça va vous parler, de l'AFEST pour recruter et former aux compétences qui vous manqueraient. Est-ce que ça parle à quelqu'un, l'AFEST? Oui, la FEST, c'est un dispositif au service des entreprises pour recruter des personnes en les formant avec un tuteur interne. Donc, c'est mettre en place dans l'entreprise l'accueil d'une personne qui va être en reconversion. Et dans cette reconversion, il va avoir des pairs dans l'entreprise qui vont lui montrer le métier qu'il va devoir faire. Et l'entreprise va être, entre guillemets, financée par son organisme collecteur de fonds de formation pour pouvoir financer la personne qui va l'accompagner. Donc, vraiment pour encourager la vocation de tuteur dans les entreprises, pour accompagner toute personne qui souhaite se reconvertir dans les métiers et de vivre au quotidien une formation sur le terrain. C'est en fait une formation opérationnelle sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui est ouvert à toutes les entreprises. Voilà, qui est ouverte à toutes les entreprises. C'est un dispositif qui est nouveau, donc toutes les entreprises ne le connaissent pas encore, ne l'ont pas encore adapté, mais c'est un dispositif qui existe et qui est très valorisant pour les personnes dans les entreprises qui vont accompagner un jeune ou un moins jeune à se reconvertir. On l'a compris. Tout. Une femme ou un homme. Parce que ça aussi, il faut en parler. Dans les métiers du numérique, on a un gros problème, c'est l'attractivité de la population féminine. On a besoin de femmes dans nos métiers. Il faut autant d'hommes que de femmes. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus ou moins. Donc, on souhaite vraiment attirer des talents féminins dans nos métiers. Donc, mesdames, vous avez un atout supplémentaire si vous venez travailler dans nos métiers, parce que vous êtes attendues à bras ouverts. Voilà. Confirme effectivement les demandes de reconversion dans ce secteur. On a plus de demandes masculines et c'est vrai que les femmes peuvent aussi se reconvertir et postuler pour aller vers ces métiers. Donc je confirme. Et on a des questions sur l'aspect formation. On a donc Johan qui témoigne et voilà, il dit qu'il est sorti de formation développeur web il y a moins d'1 mois et qu'ils se sont complètement dépassés dans sa recherche d'emploi. Parce qu'on a dit justement que c'était un secteur très vaste, avec de multiples compétences, beaucoup de possibilités, avec des métiers vraiment variés. On a parlé des différents job boards qui existent, notamment Jobstick. Est-ce que vous auriez un conseil, en plus de LinkedIn, peut-être, pour quelqu'un voilà, qui vient de finir sa formation, peut-être des alumni ou... Ouais, sur ce point-là, je peux répondre. Effectivement, donc ce garçon-là, il sort de formation dev et dev mobile, c'est ça? Ouais. Développeur web. Développeur web. Effectivement, c'est important quand on se forme en prenant connaissance de différents langages, parce que sur le développement, vous avez le front, le back, ou les deux full stack, mais déjà d'échanger avec les professeurs ou les intervenants qui vont le former, et de construire petit à petit son projet pro. C'est vrai que pour ça, le stage de fin de formation, ça permet déjà de s'orienter un peu. En fait, avec l'expérience, on se rend compte qu'il faut tester. Si au début, on a envie, par exemple, plus de faire du front, faut tester sur le front et voir ce que ça donne. Pour la recherche professionnelle, effectivement, c'est prendre contact avec les entreprises, montrer ses projets, montrer qu'on est motivé. Et c'est vrai que nous, ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes motivées qui vont vers les entreprises et qui entreprennent, c'est ceux qui s'insèrent le mieux professionnellement. Pour ça, si les jeunes diplômés, enfin s'ils viennent juste d'être diplômés, à Pôle emploi, il y a ce qu'on appelle les profils du mardi, Pôle emploi de Jolimont, où on reçoit les gens diplômés ou expérimentés. C'est le service entreprise qui reçoit les publics et qui mettent en lien les profils avec des entreprises justement pour le recrutement. Donc profil du mardi, tous les mardis, au Pôle emploi de Jolimont. Voilà. Quelle heure? Je pense que c'est à partir de 8h45. D'accord. L'heure d'ouverture. Pour les matinaux. C'est vrai que oui. Une précision quand même, je crois qu'il y a 300 offres d'emploi dans le web. On vient d'en placer 2, nous. Ah. Et malheureusement, ce qu'on ne faisait pas beaucoup, ce qu'on ne faisait jamais, parce qu'on est petit et que ça coûte cher,
On a eu recours maintenant à des gens pour trouver des profils, donc des chasseurs de tête, ce qu'on ne faisait pas avant. On le faisait pour retrouver des commerciaux très ciblés. Là, maintenant, on est obligé de le faire parce qu'en gros, il y a 300 offres d'emploi. Quand on a posté la nôtre, on a découvert qu'il y en avait 300 qui étaient non remplis. Donc, ça veut dire qu'en fait, on tombe dans une mare de... Et après, quand on cherche des développeurs web, ils ont la caractéristique de ne jamais aller sur les sites conventionnels et de trouver des jobs par d'autres sur Git, sur tout un tas de réseaux, en fait... parallèle donc j'encourage cette personne à regarder parce qu'il y a des offres d'emploi dans le web, il y en a beaucoup. Fouiller un peu. Oui. Je suis très étonnée de cette question parce que franchement, quelqu'un qui me dit qu'il est développeur web et qui ne trouve pas comment... Après, ça fait 1 mois qu'il est diplômé. Peut-être qu'il y a aussi le côté nouveauté, à passer le cap, Alors, franchir... Mon autre étonnement va être plus désagréable, c'est que normalement, s'il est jeune diplômé, l'école qui l'a diplômé aurait dû l'accompagner dans ses démarches et lui donner les bonnes pratiques pour pouvoir trouver un emploi dans son métier. Donc bon, ça c'est une appréciation. On n'a pas ces informations-là. Je sais qu'il y a aussi des fois des formations en distanciel de plus en plus avec beaucoup d'autocours, de e-learning. Donc des fois, il peut se manquer justement ce lien et cet accompagnement avec ces offres-là. Se rendre visible sur LinkedIn, ça peut être un très très bon support déjà. Et puis après, c'est vrai que si on peut être dans des meet-up, des rencontres entre professionnels, parce qu'à partir du moment où on est formé, on peut se considérer comme un nouveau professionnel du métier. Donc vraiment aller sur des réunions de travail entre professionnels pour pouvoir se faire connaître, pour voir ce qui se passe dans le monde professionnel, pour avoir une vision de ce qui est possible de faire. Mais des offres d'emploi, que ce soit à Pôle emploi, que ce soit à l'APEC, que ce soit sur tous les job boards qui existent, sur Jobstick, je suis sûre qu'il y a des offres d'emploi de développeurs web. Déjà les premiers, voilà. C'est sûr. Alors, j'ai une question de Rémi, et ça m'amène à un sujet aussi sur lequel on avait échangé, Claudine, au sujet des ateliers qui sont proposés justement pour avoir une première découverte des métiers du numérique, puisque Rémi nous demande quel genre de formation on pourrait conseiller, ou peut-être sans parler de formation, mais quel genre d'expérimentation on pourrait conseiller pour des personnes qui vraiment sont au tout début d'un questionnement sur une reconversion et pour découvrir finalement ce secteur. Le secteur, oui, Pôle emploi met en place des ateliers pour découvrir justement le secteur du numérique. C'est l'atelier découverte du secteur du numérique qui a lieu le prochain, le 25 mai, donc qui est mis en place dans divers Pôle emploi. Celui du 25 mai, ça va être en dématérialisé, enfin je veux dire pas en présentiel par rapport, voilà. Donc il peut s'inscrire, demander s'il est demandeur d'emploi, je ne sais pas, à son conseiller de l'inscrire sur cet atelier. L'objectif de l'atelier, c'est de présenter un peu les différents métiers, les formations, les emplois, voilà. Il y a aussi organisé de façon annuelle la découverte des métiers du numérique, où là, il peut y avoir des conférences. Il y a aussi la possibilité de participer à un atelier qu'on appelle atelier codage, pour découvrir effectivement si on a des appétences pour tout ce qui est métier du développement, du codage, etc. Donc ça existe. S'il est inscrit à demandeur d'emploi aussi, s'il est sur ce projet d'aller vers les métiers du numérique, il peut recevoir mensuellement la newsletter qui informe aussi, pareil, de la même façon, sur les emplois, les formations, les métiers. Voilà. Ça fait un bon début. Voilà. Il y a aussi la Mêlée qui propose régulièrement le coding goûter. Voilà, le prochain, c'est le 19 mai, si je ne me trompe pas. Donc, ça permet aussi de découvrir un petit peu l'envers du décor et concrètement comment ça se passe. Ok, alors j'ai 2 questions un peu plus précises. Ça ressemble plus à des témoignages. Donc, avec les informations que je vais vous transmettre, si vous avez quelques conseils, quelques pistes pour les personnes qui nous font part de leur situation. Premier témoignage. Donc, c'est une femme qui a 48 ans, Carole, qui est en recherche d'emploi, fin de mission chez Airbus, et elle souhaite s'orienter vers le déploiement de CIR, logiciel. Et donc, elle se demande quelles pistes on pourrait lui conseiller en termes de formation, d'entreprise, de dispositifs. SIRH,
logiciel, SIRH. SIRH. Moi, je peux lui conseiller d'aller contacter peut-être une entreprise type Eurecia, qui a développé son propre CIR, qui recherche des compétences. Et ça peut être une bonne opportunité. Après, si elle est demandeur d'emploi, elle peut avoir les conseils de son conseiller, bien sûr, pour trouver une formation, c'est ça ? Voilà, là, elle explore toutes les pistes. Formation, entreprise, prise de contact. Mais sur Toulouse, Eurecia est spécialisée dans ce domaine-là. Donc vraiment, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de prendre contact avec eux. En plus, c'est une entreprise à taille humaine qui se développe, qui est très dynamique, qui a des super locaux, qui est dans le bien-être au travail. Donc franchement, voilà, j'ai tout dit. Ça fait envie. Merci. Donc Dominique, qui rebondit sur le fait qu'on parle beaucoup de savoir-être. Et donc il a une expérience en tant que consultant cyber. Il est en reconversion donc. Et toutes ces candidatures échouent malgré qu'à chaque entretien, on reconnaisse sa motivation, son réseau. Il a beaucoup d'excellents retours, mais par contre, rien qui aboutit. Donc on a parlé pourtant du secteur cyber comme étant un secteur qui recrute. Alors il demande finalement ce que vous en pensez, ou peut-être, c'est pas évident d'avoir une conclusion avec ces informations-là, mais est-ce qu'il y a des astuces, des conseils ? Déjà, il y a 2 entreprises spécialisées dans la cybersécurité à Toulouse qui sont iTrust et SCACI. Donc c'est vraiment leur métier, donc peut-être les rencontrer, présenter son CV, leur demander des conseils. Voilà, moi, c'est le direct là avec les entreprises spécialisées dans le métier. Puis après, il y a tous ceux qui recrutent, mais autres conseils, j'ai pas là. À Pôle emploi, il peut faire le point avec son conseiller pour voir un peu par rapport à sa candidature ce qui peut coincer. Et le conseiller aussi peut nous orienter vers les psychologues du travail, parce que parfois, quand les démarches de recherche d'emploi n'aboutissent pas, il peut y avoir autre chose qui freine, indépendamment de la candidature. Et c'est vrai qu'on peut faire le point avec lui pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Est-ce que c'est dans la présentation ? Est-ce que c'est autre chose ? Voilà. Donc, il peut y avoir aussi ça. Plusieurs pistes également, et c'est vrai que la prise de contact et finalement le côté proactif, on sent que c'est vraiment quelque chose qui est prégnant et qui est nécessaire aussi. Ouais. En l'occurrence, il vaut mieux qu'il commence par aller voir des gens de Pôle emploi ou voir ce qui coince avant d'aller voir d'autres entreprises au risque de nouveau d'essuyer le même échec. Parce que là, cybersécurité, c'est un des sujets lancinants, c'est un des sujets avec l'intelligence artificielle. C'est qu'il y a quelque chose qui coince et donc il faut qu'il décoince avant d'aller griller 2 autres cartouches, je pense. Parce qu'au niveau de l'entretien, il se peut qu'il y ait quelque chose qui, effectivement, au niveau du savoir-être, on ne sait pas. Il faut voir la personne pour voir ce qui se passe. Voilà. Merci. Alors, j'ai 2 autres témoignages qui sont arrivés depuis. Donc, c'est une femme scientifique qui a 40 ans et qui aujourd'hui fait le constat qu'il y a pas mal d'entreprises qui s'ouvrent à l'alternance, mais via les aides qui existent aujourd'hui plutôt sur des jeunes en alternance. Il y a l'AFEST qui a été mentionné. Est-ce qu'il y a des avantages, plutôt des aides, des dispositifs dont on n'aurait pas parlé qui pourraient accompagner ce public-là, donc plus de 40 ans, ou bien les entreprises, et auquel cas peut-être s'orienter vers les entreprises qui ont mis en place ce dispositif. Oui, Vincent ? Alors, moi là-dessus, je peux intervenir dans le sens où donc si elle a 40 ans, en fait, nous on a des étudiants qui ont 40 ans et qu'on intègre sur de l'alternance. Ça vient là depuis quelques années. Et en fait, ce qui se passe au niveau de l'alternance, c'est juste qu'eux, ils seront à 100% du SMIC. Mais donc, c'est vrai que pour au minimum, ils seront à 100% du SMIC. Mais donc, la contrainte comparée à d'autres étudiants, on va dire, moins âgés, ce sera au niveau du salaire. Après, sur les grosses structures, on en a intégré chez Safran, on en a intégré chez Atos. Ils ont la puissance financière derrière. Il n'y a pas de souci pour l'alternance particulier. Ça se fait assez régulièrement. Ce sera plus s'ils visent des TPE-PME où effectivement là il y aura quand même
au niveau budget, ce sera à prendre en compte. Mais on peut très bien avoir 40 ans ou plus et faire de l'alternance. Encore une fois, si le projet pro est cohérent, ça passe, c'est totalement possible. Ouais. Ok, parfait. Bah, après, ce que je retire aussi, vous allez peut-être rebondir de ces témoignages, c'est que finalement, c'est nécessaire de faire les choses les unes après les autres. Et en premier lieu, faire le point avec son conseiller Pôle emploi, si on est accompagné, de ne pas hésiter à solliciter, de remettre en question peut-être une démarche avant peut-être de répéter les entretiens et de rentrer dans une spirale un peu plus négative, quoi. Il y a tous. Et après, de prendre contact, Vincent, vous disiez, vous pouvez faire du cas par cas, vous pouvez accompagner, voir si c'est des choses qui sont adaptées ou pas. Mais finalement, ne pas hésiter aussi à prendre contact, à rencontrer, même si aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. Il y a quand même des événements comme aujourd'hui en distanciel qui le permettent. Donc voilà, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaitiez ajouter peut-être avant de conclure sur cette table ronde ? Je pense que dans nos métiers, tout est possible. Tout le monde est le bienvenu. Le tout, c'est de montrer sa motivation, ses envies et sa volonté d'apprendre. Aussi, c'est à bien noter. C'est un secteur qui nécessite d'apprendre à apprendre, comme vous avez dit. Je ne sais plus qui l'a dit. C'est vous, Vincent. D'apprendre à apprendre constamment pour rester au contact des besoins des entreprises. Moi, la seule chose, c'est on est dans le numérique, certes, mais alors j'ai fait des grosses structures, des moyennes, des toutes petites, des très grosses et des toutes petites. Donc la reconversion, puisqu'on parlait de reconversion, en fait, ça peut être simplement de passer de très gros à très petit. Mais avant de faire, alors il faut faire le point avec effectivement les conseillers Pôle emploi, mais il faut faire peut-être le point avec soi-même en se disant, je vais passer d'une grosse structure où il y a beaucoup d'avantages, où il y a beaucoup de choses, etc., à des plus petites. Parce qu'on a des startups à la French Tech qui font une personne, deux. Nous, on a été 4 au début, puis on est monté jusqu'à 30 et quelques. Donc, la reconversion peut être dans des structures plus petites où on n'est pas obligé de changer tout, c'est-à-dire de devenir développeur web forcément pour les intégrer. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir envie de changer. D'ailleurs, sur ce sujet, il y a un speed recrute en fin de journée aujourd'hui pour justement les startups qui recrutent. Donc, il y a des annonces qui sont en ligne. Si les personnes qui nous regardent sont intéressées, n'hésitez pas à aller les consulter et à venir sur le créneau du speed recrute en fin de journée. Et pour vous annoncer aussi la suite, parce que le temps maintenant, il est temps de conclure pour nous et de vous annoncer donc les prochains événements. Il va y avoir 2 meet-up à venir à 12h45. On reste bien sûr dans la thématique des métiers du numérique. Comment j'ai enrichi ma vie professionnelle ? C'est vrai que c'est un sujet aussi qui a été souvent abordé dans notre table ronde, de toujours s'intéresser, se former et devenir consultant indépendant. C'est le partenaire Freelancer, partenaire de la Mêlée, qui va animer ce meet-up à 12h45. Donc le choix va être compliqué, il va falloir en faire un. Les deux sont à 12h45, mais ce sera rediffusé et enregistré, donc vous pourrez quand même regarder les deux. Merci beaucoup, merci à tous les 4. Bonne journée à tous.